Le silence avant le séisme. Pendant que les médias grand public vous parlent de l'inflation du prix des pâtes ou des fluctuations quotidiennes de la bourse, une guerre silencieuse, invisible et impitoyable se joue dans les sous-sols blindés des plus grandes capitales du monde. Ce n'est pas une guerre de missiles ou de chars, mais une guerre d'infrastructures financières, de câbles sous-marins et de réserves d'or. Les belligérants sont les trois institutions les plus puissantes de la planète. La Réserve fédérale américaine, Fed, la Banque populaire de Chine, PBOC, et la Banque centrale européenne, BCE, souvent sous l'influence discrète mais ferme de la Banque de France. En 2025, pour la première fois depuis les accords de Bretton Woods, ces trois géants ne jouent plus le même jeu. Le consensus mondial est brisé. Nous assistons en direct à la fragmentation du système monétaire international. D'un côté, les États-Unis utilisent le dollar comme une arme diplomatique, n'hésitant plus à geler les avoirs de ceux qui s'opposent à leur vision du monde. De l'autre, la Chine construit méticuleusement, brique par brique, un système parallèle totalement immunisé contre l'influence occidentale, accumulant de l'or à un rythme frénétique pour donner une crédibilité tangible à sa monnaie numérique. Et au milieu, l'Europe, menée par une France inquiète pour sa souveraineté, tente de construire un bouclier numérique d'urgence avant d'être broyée entre ces deux blocs tectoniques. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les décisions prises aujourd'hui dans les salles de réunion de Francfort, Washington et Pékin, vont déterminer la valeur de votre épargne pour les 30 prochaines années. Si la Chine réussit son pari de dédollarisation partielle, ce sont des milliers de milliards de dollars qui reviendront aux États-Unis, déclenchant une inflation que rien ne pourra arrêter. Si l'Europe échoue à imposer son euro numérique, elle deviendra une colonie numérique des géants américains. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est civilisationnel. Qui détiendra le registre de la richesse mondiale ? Dans ce documentaire d'investigation, nous allons pénétrer au cœur de cette guerre trilatérale. Nous allons analyser les mouvements suspects des réserves d'or qui disparaissent des marchés publics pour atterrir dans des coffres d'État inconnus. Nous allons décrypter la course technologique entre le système SWIFT occidental et le système CIPS chinois. Une bataille pour le contrôle des tuyaux de l'argent. Nous verrons pourquoi la France pousse si fort pour l'euro numérique. Non pas par amour de la technologie, mais par peur de la servitude. Préparez-vous à découvrir la face cachée de l'économie mondiale. Oubliez les discours rassurants des conférences de presse officielles. Regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Les banquiers centraux se préparent à un conflit majeur. Et ils construisent des forteresses monétaires pour y survivre. Voici l'histoire de la guerre cachée qui est en train de redessiner la carte du pouvoir mondial, et comment chaque citoyen risque d'en être le dommage collatéral. Chapitre 1. L'arme du dollar. La fin de la neutralité américaine. Le premier acte de cette guerre a été la rupture du contrat de confiance implicite qui régissait la finance mondiale depuis 1945. Jusqu'à récemment, le dollar américain était considéré comme un bien public mondial, une infrastructure neutre comme les océans ou l'air, que tout le monde pouvait utiliser pour commercer, amis comme ennemis. Cette neutralité était le socle de son hégémonie. Mais depuis le gel des avoirs souverains russes en 2022 et les menaces croissantes de sanctions secondaires contre les banques chinoises ou européennes, Washington a transformé sa monnaie en un instrument de coercition politique directe. Le message envoyé au monde est clair et terrifiant pour tout banquier central prudent. Vos réserves ne vous appartiennent que si nous sommes d'accord avec votre politique étrangère. Cette militarisation du système SWIFT a provoqué une onde de choc psychologique à Pékin et même à Paris. Les stratèges chinois ont compris que leurs 3 000 milliards de dollars de réserves n'étaient pas une épargne, mais une caution pouvant être saisie en cas de conflit sur Taïwan. Pour la Réserve fédérale, c'est un jeu dangereux. En utilisant le dollar comme une arme, elle accélère l'obsolescence de son propre produit. Elle force ses rivaux, et même ses alliés, à chercher des sorties de secours. C'est le paradoxe de l'arme ultime. Dès que vous l'utilisez, vous incitez tout le monde à développer un bouclier pour s'en protéger. En 2025, la stratégie américaine est devenue défensive et agressive. Voyant sa part de marché dans les réserves mondiales s'éroder lentement, passant sous la barre des 58%, Washington utilise désormais sa domination technologique sur les stablecoins, dollars privés sur blockchain, pour maintenir son emprise. La Fed laisse faire les géants de la tech américaine qui inondent le monde de dollars numériques, car cela maintient la demande pour la devise verte. C'est une nouvelle forme de dollarisation, non plus par les banques centrales, mais par les smartphones des citoyens du monde entier, contournant les souverainetés locales. Mais cette stratégie crée des frictions immenses. En Europe, et particulièrement en France, on voit d'un très mauvais œil cette invasion monétaire privée. Le fait que des entreprises américaines puissent émettre de la monnaie utilisée quotidiennement par des Européens est perçu comme une perte de souveraineté inacceptable. La guerre, ici, est subtile.
Les USA veulent imposer leurs standards technologiques et monétaires pour verrouiller le système pour un siècle de plus, tandis que le reste du monde cherche désespérément la clé de la cellule. La Réserve fédérale est aujourd'hui une institution en guerre. Elle doit gérer une dette nationale américaine qui explose, tout en essayant de maintenir l'attractivité d'une monnaie qu'elle est obligée d'imprimer en masse. C'est une équation impossible. Pour la résoudre, elle n'a d'autre choix que de forcer la main de ses partenaires, en utilisant son contrôle sur les taux d'intérêt mondiaux pour aspirer les capitaux vers les États-Unis, asséchant la liquidité ailleurs. C'est une politique de terre brûlée financière qui ne dit pas son nom. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance du système juridique américain. Grâce à l'extraterritorialité du droit américain, toute transaction en dollars, où qu'elle ait lieu, tombe sous la juridiction de New York. Cela donne aux États-Unis un droit de regard et de veto sur le commerce mondial. C'est cette épée de Damoclès permanente qui pousse aujourd'hui la Chine et l'Europe, pour des raisons différentes, à tenter de couper les liens. La guerre cachée est d'abord une guerre d'indépendance, face à un suzerain devenu trop imprévisible. Chapitre 2. L'offensive chinoise, la Grande Muraille d'Or et le CIPS. Face à l'armement du dollar, la Chine ne reste pas passive. Elle a lancé une contre-offensive majeure, silencieuse et méthodique, qui repose sur 2 piliers. Le retour au réel, avec l'or, et la construction d'une plomberie financière alternative avec le CIPS. Depuis 2022, la Banque populaire de Chine, PBOC, achète de l'or à un rythme industriel dépassant officiellement les 2200 tonnes, mais les analystes estiment que les réserves réelles cachées dans divers fonds souverains et entités étatiques pourraient être 2 à 3 fois supérieures. La Chine est en train de convertir ses excédents commerciaux, des dollars papier, en un actif qu'aucun gouvernement américain ne peut geler ou dévaluer. Pourquoi cette frénésie pour l'or ? Parce que Pékin prépare l'étape suivante, l'internationalisation du yuan. Les dirigeants chinois savent que personne ne fera confiance à une monnaie papier émise par un régime communiste opaque. Pour que le yuan rivalise avec le dollar, il doit être meilleur que le dollar. Et meilleur, dans le langage de la guerre monétaire, signifie plus solide. En accumulant des milliers de tonnes d'or, la Chine se donne la possibilité un jour d'adosser partiellement sa monnaie, ou un nouveau token BRICS, à de l'or physique, créant ainsi la monnaie la plus solide du monde face à un dollar dilué par la dette. En parallèle de cette accumulation d'actifs, la Chine construit les routes. Le système CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, est la réponse chinoise au SWIFT occidental. Lancé discrètement, il a vu son volume de transactions exploser en 2024 et 2025, porté par le commerce avec la Russie, l'Iran, le Brésil et l'Arabie saoudite. Ce réseau permet aux banques de régler des échanges directement en yuan, sans jamais toucher au système bancaire américain. C'est une autoroute financière qui contourne le péage et la police des États-Unis. L'offensive chinoise se joue aussi sur le terrain numérique. Le ICNY, yuan numérique, est la monnaie numérique de banque centrale la plus avancée au monde. Elle est testée à grande échelle et commence à être utilisée pour des règlements transfrontaliers, notamment avec Hong Kong et les Émirats arabes unis. L'objectif est de créer une zone économique numérique où les contrats intelligents, smart contracts, gèrent les paiements automatiquement, rendant le commerce plus fluide, moins cher et totalement transparent pour Pékin, mais opaque pour Washington. Cette stratégie n'est pas sans risque. En forçant la dédollarisation, la Chine prend le risque de fragmenter le commerce mondial dont elle dépend encore pour ses exportations. Mais pour Xi Jinping, la sécurité prime sur l'économie. L'objectif est l'autonomie stratégique complète, pouvoir importer de l'énergie et de la nourriture et payer en yuan, quoi qu'il arrive à Washington. C'est une préparation à une économie de guerre, où les flux financiers doivent être aussi sécurisés que les frontières physiques. La Chine est donc passée d'une stratégie de montée pacifique et d'intégration au système mondial à une stratégie de forteresse assiégée. Elle construit son propre système immunitaire financier. Elle sait que le choc avec les États-Unis est probable, et elle veut s'assurer que lorsque le dollar sera utilisé comme une arme contre elle, elle aura déjà basculé sur son propre générateur de secours. L'accumulation d'or et le développement du CIPS ne sont pas des investissements, ce sont des polices d'assurance-vie pour le régime. Chapitre 3. La défense européenne, la France et la quête d'autonomie. Coincée entre l'agressivité du dollar et la montée en puissance du yuan, l'Europe se trouve dans une position inconfortable de vulnérabilité. La France, en particulier, par la voix de la Banque de France et de ses représentants à la BCE, tire la sonnette d'alarme. Paris a compris que sans souveraineté monétaire et technologique, l'Europe risque de devenir un terrain de jeu, une colonie numérique vassalisée. L'échec cuisant du mécanisme INSTEX, qui devait permettre de commercer avec l'Iran, malgré les sanctions US et qui n'a servi à rien, a été un traumatisme pour la diplomatie française. Il a prouvé que sans ses propres tuyaux financiers, l'Europe est politiquement impuissante.
C'est pourquoi la France est le moteur politique derrière le projet de l'euro numérique. Contrairement à ce que pense le grand public, ce projet n'est pas une simple modernisation des paiements pour faire comme le Bitcoin. C'est un projet de défense géostratégique. L'objectif est de créer une infrastructure de paiement public européenne qui ne dépend ni de Visa Mastercard américain, ni de la technologie chinoise. C'est une tentative de reprendre le contrôle sur la monnaie à l'ère d'Internet, pour éviter que la politique monétaire de la zone euro ne soit dictée par les flux de stablecoins américains. La Banque de France pousse également pour une stratégie de résilience des paiements. En coulisses, des travaux sont menés pour interconnecter les systèmes de paiement européens, EPI, European Payments Initiative, afin de réduire la dépendance au réseau de cartes américains. La peur de Paris est qu'en cas de crise géopolitique majeure ou de désaccord profond avec une future administration américaine, les États-Unis puissent débrancher l'Europe ou faire pression via les infrastructures de paiement. L'autonomie stratégique n'est plus un slogan, c'est une urgence vitale pour la survie économique du continent. Cependant, l'Europe avance avec un boulet au pied, sa lenteur et ses divisions internes. Là où la Chine décide et exécute en 6 mois, l'Europe met 5 ans à réguler. Les débats sur la confidentialité de l'euro numérique, bien que légitimes démocratiquement, ralentissent de son déploiement face à des concurrents qui ne s'embarrassent pas de scrupules. De plus, l'Allemagne reste ambiguë, trop attachée à ses exportations vers la Chine et à sa protection militaire américaine pour oser une rupture franche vers l'autonomie. La France se retrouve souvent seule à la manœuvre pour pousser une vision de puissance. Un autre aspect de la défense européenne est la constitution de réserves. Si la France ne vend plus son or, elle détient toujours environ 2436 tonnes, la 4e réserve mondiale, elle ne participe pas activement à la ruée vers l'or actuel, contrairement à la Pologne ou à la Hongrie. Paris parie sur la stabilité de l'euro et sur la régulation, loi MiCA, pour encadrer les crypto-monnaies. C'est une stratégie de Maginot réglementaire. On espère que des lois strictes suffiront à protéger le marché européen des prédateurs extérieurs. C'est un pari risqué dans un monde où la force prime souvent sur le droit. En résumé, la position de la France et de l'Europe dans cette guerre cachée est celle d'une puissance qui tente de bâtir un refuge. Elle ne cherche pas à dominer le monde comme les USA ou la Chine, mais à ne pas être dominée. Elle essaie de créer un espace de souveraineté où ses lois s'appliquent encore à sa monnaie. Mais face à la puissance de feu du dollar et à la masse critique du yuan or, la 3e voie européenne ressemble pour l'instant à un sentier étroit et périlleux, menacé d'éboulement à tout moment. Chapitre 4, le front de l'or. Pourquoi il revient au centre du jeu. L'or a été déclaré relique barbare par les économistes modernes, mais dans cette guerre des banques centrales, il fait un retour fracassant comme l'actif stratégique ultime. En 2024 et 2025, les achats d'or par les institutions officielles ont brisé tous les records historiques, dépassant les niveaux des années 1950 et 1960. Pourquoi ce revirement soudain ? Parce que, dans un monde de méfiance totale, l'or est le seul actif qui n'est la dette de personne. Il n'a pas de risque de contrepartie. Il ne peut pas être annulé par un décret, ni effacé par une panne informatique, ni imprimé à l'infini pour financer des déficits. Ce qui est nouveau dans cette phase, c'est le phénomène de rapatriement. Pendant des décennies, de nombreux pays stockaient leur or à Londres, Banque d'Angleterre, ou à New York, Fed, par commodité et confiance. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Des pays comme la Pologne, la Turquie, l'Inde et même certains pays européens rapatrient physiquement leurs lingots sur leur sol national. Le message est limpide. Nous ne vous faisons plus confiance pour garder notre trésor. C'est un signe de préparation à une rupture des relations diplomatiques et financières. On ramène les bijoux de famille à la maison avant que la tempête n'éclate. Cette ruée vers l'or crée un plancher solide sous le prix du métal jaune, mais elle signale surtout une perte de foi dans les obligations d'État occidentales, bons du trésor, US, OAT française, Bunds allemands. Traditionnellement, les réserves de change étaient investies dans ces dettes. Aujourd'hui, une part croissante est allouée à l'or. C'est un vote de défiance. Les banques centrales disent implicitement qu'elles préfèrent détenir un caillou inerte qui ne paie pas d'intérêt plutôt que de la dette gouvernementale occidentale, qui perd de sa valeur réelle à cause de l'inflation. La Chine, encore elle, joue un double jeu sur ce marché. Elle est le premier producteur mondial d'or, et elle n'exporte presque rien de sa production. Tout ce qui est extrait en Chine reste en Chine. En plus de cela, elle importe massivement. Cela signifie que la quantité d'or disponible pour le reste du monde diminue physiquement. Il y a un assèchement de l'offre physique orchestré par l'Est. Si un jour, le marché banque papier Paul Delors, les contrats à terme à Londres et New York, se déconnectent du marché physique par manque de métal livrable, nous assisterons à un squeeze historique qui revalorisera l'or à des niveaux inimaginables.
Pour la France et l'Europe, qui détiennent collectivement, Eurosystem, les plus grandes réserves d'or du monde, plus de 10 000 tonnes si on additionne tout, c'est une assurance vie. C'est le seul atout qui permet à l'euro de garder une certaine crédibilité. Si demain le système fiduciaire s'effondre, l'Europe a de quoi adosser sa monnaie pour repartir. C'est pourquoi, malgré les crises budgétaires, la Banque de France ne vend pas une once de son stock. Elle sait que dans la phase finale de la guerre des monnaies, l'or sera la dernière munition. L'or n'est donc plus un investissement de grand-père. C'est devenu un actif de guerre asymétrique. C'est le moyen pour les puissances rivales de contester le monopole du dollar sans avoir à déclarer la guerre militairement. En accumulant de l'or, la Chine et la Russie construisent la sortie de secours du système dollar, brique par brique, lingot par lingot, sous les yeux d'un Occident qui a trop longtemps méprisé ce métal éternel. Chapitre 5. Le champ de bataille numérique. CBDC vs Stablecoin. Si l'or est le bouclier du passé, la monnaie numérique est l'épée du futur. Le 5e chapitre de cette guerre se joue dans le cyberespace, où deux modèles technologiques s'affrontent violemment. D'un côté, le modèle des CBDC, monnaies numériques de banque centrale, défendu par la Chine, ECNI, et l'Europe, euro numérique. De l'autre, le modèle des stablecoins privés adossés au dollar, USDT, USDC, qui sont de facto les nouveaux vecteurs de la puissance américaine. C'est une bataille pour le contrôle des données et des règles. Une CBDC est une monnaie programmable. L'émetteur, la banque centrale, peut voir chaque transaction en temps réel, peut théoriquement imposer des taux d'intérêt négatifs, ou même restreindre l'utilisation de l'argent, par exemple, limiter l'achat de certains biens. Pour la Chine, c'est l'outil de contrôle social ultime et un moyen de contourner les sanctions américaines en créant un réseau de paiement direct, de pair à pair, sans passer par les banques occidentales. Le UCNI est conçu pour l'exportation, permettre à un commerçant en Afrique ou en Asie de payer directement un fournisseur chinois en quelques secondes, sans frais SWIFT et sans dollars. Face à cela, les stablecoins privés américains sont devenus, ironiquement, les meilleurs alliés de la Réserve fédérale. Ils dollarisent le monde crypto et le monde émergent. Au Nigeria, en Argentine, en Turquie, les gens n'utilisent pas le ICNI, ni l'euro. Ils utilisent de l'USDT sur leur téléphone pour se protéger de l'inflation de leur propre monnaie. Cela crée une demande massive pour la dette américaine, car les émetteurs de stablecoins achètent des bons du Trésor pour garantir leurs jetons. Les États-Unis ont compris qu'ils pouvaient sous-traiter leur hégémonie au secteur privé technologique, plus agile et plus innovant que n'importe quelle administration. L'Europe se retrouve ici, en grand danger. Elle est en retard technologiquement. Son projet d'euro numérique est critiqué en interne pour ses risques sur la vie privée et suscite peu d'enthousiasme commercial. En parallèle, la régulation MiCA tente de freiner les stablecoins américains, mais risque simplement d'isoler l'Europe de l'innovation financière mondiale. La France et l'Allemagne craignent une colonisation numérique, où les paiements européens seraient gérés par des blockchains américaines ou chinoises, nous faisant perdre toute souveraineté sur notre propre monnaie au quotidien. La guerre se joue aussi sur les rails. Le système SWIFT est un réseau de messagerie vieux de 50 ans, lent et coûteux. Les nouvelles infrastructures blockchain permettent des règlements instantanés, T+0, à coût quasi nul. Celui qui imposera son standard technologique pour les paiements internationaux du XXIe siècle contrôlera l'économie mondiale. La Chine pousse son réseau mBridge, avec la Thaïlande, Hong Kong et les Émirats, pour créer une alternative crédible. Les USA laissent nous faire leurs géants de la tech. L'Europe tente de bâtir une solution publique. C'est une course de vitesse pour définir le protocole Internet de l'argent. L'issue de cette bataille déterminera la nature de l'argent que nous utiliserons demain. Sera-t-il un outil de liberté pseudonyme, un outil de surveillance d'État ou un outil de domination corporatiste ? Les banques centrales savent que si elles perdent cette bataille technologique, elles perdent le contrôle de la politique monétaire. Si les gens commencent à utiliser massivement des monnaies privées ou étrangères numériques, la capacité d'une banque centrale à piloter l'économie nationale disparaît. C'est leur cauchemar existanti. Chapitre 6. Les scénarios de 2026-2030. La fragmentation. À quoi ressemblera le monde monétaire à la fin de la décennie ? L'analyse des forces en présence, agressivité US, préparation chinoise, défense européenne, pointe vers un scénario principal, la fragmentation. Le rêve d'un système mondial unifié, globalisé et fluide est la mort. Nous nous dirigeons vers un monde de blocs monétaires distincts, séparés par des pare-feux financiers et des contrôles de capitaux. Imaginez un monde divisé en 3 zones, une zone dollar, resserrée autour des États-Unis, du Royaume-Uni et de leurs alliés proches, utilisant des systèmes de paiement privés ultra rapides, mais sous surveillance américaine. Une zone or, yuan, ou BRICS, regroupant la Chine, la Russie et une partie du Sud global, commerçant via des CBDC interconnectés et réglant leurs déficits en or physique, totalement déconnectés de SWIFT.
Et une zone euro, tentant de maintenir une autonomie précaire, servant de zone tampon ou de terrain d'affrontement entre les deux géants. Dans ce monde fragmenté, faire des affaires deviendra plus complexe et plus coûteux. Transférer de l'argent de Paris à Pékin ou de New York à Moscou ne sera plus une simple formalité bancaire, mais un parcours du combattant réglementaire. L'inflation sera structurellement plus élevée car les chaînes d'approvisionnement seront dupliquées pour des raisons de sécurité nationale. L'efficacité économique sera sacrifiée sur l'autel de la sécurité géopolitique. Un autre scénario, plus sombre, est celui de la crise systémique lors de la transition. Si le dollar perd sa dominance trop vite, avant que les alternatives ne soient prêtes, ou si une guerre éclate, nous pourrions assister à un gel de la liquidité mondiale. C'est le moment où l'or deviendrait non plus une réserve, mais le seul moyen de paiement international accepté, son prix explosant à des niveaux qui reflèteraient la dévaluation massive de toutes les monnaies papier. Les banques centrales s'y préparent activement, c'est le sens de leurs achats actuels. Enfin, il y a le risque technologique. Dans une guerre ouverte, les cyberattaques contre les systèmes bancaires ennemis deviendront la norme. Une panne majeure de SWIFT ou du réseau électrique pourrait paralyser l'économie numérisée. Dans ce contexte, le cash physique et l'or physique retrouveraient une utilité immédiate de survie. La guerre cachée pourrait devenir très visible le jour où les distributeurs de billets s'arrêteraient de fonctionner. L'avenir n'est pas écrit, mais la tendance est lourde. Nous passons d'un monde unipolaire basé sur la confiance dans le dollar à un monde multipolaire basé sur la méfiance et la vérification, par l'or ou la crypto. Les banques centrales ont déjà intégré ce changement de paradigme dans leur bilan. Elles construisent des canaux de sauvetage. La question pour les citoyens et les entreprises est de savoir s'ils sont prêts à naviguer dans ces eaux troubles, où les vieilles cartes ne servent plus à rien. Conclusion. Anticiper le nouveau monde. La guerre cachée des banques centrales n'est pas un débat académique abstrait. C'est la tectonique des plaques qui va provoquer le prochain tremblement de terre économique. Quand les éléphants se battent, USA, Chine, Europe, c'est l'herbe qui est piétinée. Et l'herbe, c'est votre épargne, votre pouvoir d'achat et votre liberté financière. Les signaux sont là, clignotant en rouge pour ceux qui veulent bien les voir. L'accumulation d'or record, la militarisation du dollar, l'accélération des monnaies numériques d'État, tout indique que le système actuel est en fin de vie et qu'un nouveau système, plus dur, plus fragmenté et plus surveillé, est en train de naître dans la douleur. Vous ne pouvez pas changer la géopolitique mondiale. Vous ne pouvez pas empêcher la Chine d'acheter de l'or ou les USA d'imprimer des dollars, mais vous pouvez adapter votre stratégie personnelle. Ne soyez pas le dernier à croire que le monde d'hier reviendra. Diversifiez vos actifs hors du système purement bancaire. Intéressez-vous aux actifs neutres, comme l'or ou les technologies décentralisées qui échappent à cette guerre des titans. Les banques centrales se préparent au pire pour espérer le meilleur. C'est la définition de la prudence. En tant qu'individu, vous devriez faire de même. Comprendre cette guerre invisible, c'est reprendre un peu de contrôle sur votre destin dans un monde en pleine mutation. L'histoire ne repasse pas les plats, mais elle récompense toujours ceux qui ont su lire les signes avant-coureurs du changement.